Bonjour, pour ce troisième cours, nous allons voir l'éclairage indirect. Qu'est-ce que l'éclairage indirect? C'est lorsque la lumière rebondit plusieurs fois sur les objets. Par exemple, si vous aviez une chambre fermée avec une seule fenêtre, la lumière de l'extérieur pourrait atteindre, par exemple, le sol de cette chambre, mais le plafond ne serait pas du tout éclairé. Pour que le plafond soit éclairé, il aurait fallu qu'il y ait de la lumière qui vienne par en bas, mais le soleil vient de par en haut. Or, quand vous regardez une chambre, le plafond vous apparaît pas tout noir. Ça, c'est dû au fait que la lumière est réfléchie sur le sol, qui agit comme une source de lumière secondaire. Donc on va simuler ce genre d'effet, et pour cela on va avoir recours à trois notions. D'abord, la notion de l'équation du rendu, telle que je l'ai sur le t-shirt ici, qui implique la notion de fonction de réflectance, et pour le résoudre, la notion d'échantillonnage par importance. Donc, je vais commencer par ce qu'est une fonction de réflectance. Une fonction de réflectance, c'est une fonction qui permet de décrire comment la lumière se reflète sur les objets. On appelle cela une BRDF, pour Bidirectional Reflectance Distribution Function, et elle est caractérisée par une fonction f de S2, la sphère, croix S2, je rajouterai quelque chose, dans R. Cette fonction va décrire la probabilité pour un photon d'être réfléchi dans une direction donnée. Donc à peu de choses près, une probabilité à un cosinus près, à une absorption près, mais étant donné une surface d'un certain matériau, étant donné une direction incidente de la lumière, on a la lumière qui arrive ici, dans une direction qui est donnée par oméga i. Ici, ça va être oméga i, qui est une direction, donc un vecteur sur la sphère. Ça va donner la direction, la probabilité qu'il soit réfléchi dans chacune des directions possibles. Donc souvent, ça va être décrit par exemple par un lobe, ça peut être autre chose. Ça, ce lobe, ça va dire que ici, il y a une forte probabilité que ce photon soit reflété dans cette direction-là. Une probabilité un petit peu plus faible qu'il soit reflété dans cette direction-là, et une probabilité quasiment nulle qu'il soit reflété dans cette direction-là. Là, ce sont des directions oméga O. Ici, oméga O. Donc pour chaque direction oméga I possible, on a un autre lobe. Par exemple, hop, pour une direction oméga I ici, la probabilité qu'il soit réfléchi, la plus forte probabilité, ça va être dans la direction qui est plus par ici. Voilà. Donc pour chaque oméga I possible, et pour chaque oméga O possible, on a la probabilité qu'il soit réfléchi dans cette direction-là. En pratique, le photon pourrait être absorbé. Il y a aussi un terme en cosinus, dont je ne tiens pas compte dans cette description en termes de probabilité. Mais à peu de choses près, on pourra dire que c'est cette probabilité-là. En pratique aussi, ces photons peuvent être, on va dire, colorés, s'ils ont une certaine longueur d'onde. Donc ici, on a en fait la longueur d'onde de l'éclairage incident ici. On a vu des exemples de BRDF. On a la BRDF diffuse, c'est celle qu'on a codée en tout premier. Ça dit que quand on a un matériau ici, quel que soit l'angle d'incidence, la probabilité est uniforme, simplement. Ça fait juste une sphère ici. On a vu les BRDF spéculaires. Et là, les BRDF spéculaires, la probabilité, c'est simplement un Dirac dans la direction réfléchie. On a vu aussi les surfaces transparentes, ça ne se décrit pas directement par une BRDF, parce que R c'est pour réflectance, Bidirectional Reflectance Distribution Function, mais par une BSDF. Donc on voit ce qu'est une BRDF, donc
ça peut être une fonction quelconque, ça peut être représenté par des fonctions tabulées qui peuvent être enregistrées par des gonioréflectomètres, un appareil physique qui permet de mesurer des vrais BRDF. Ça peut être des modèles analytiques ou des modèles qui sont stockés sous forme de fonctions de base, par exemple des harmoniques sphériques, des choses comme ça. Cette fonction-là intervient dans l'équation du rendu, c'est celle que j'ai sur le t-shirt. L'équation du rendu décrit le comportement de la lumière et c'est celle qu'on va essayer de résoudre. L'équation du rendu dit que l'éclairage qui sort d'un certain point X dans une direction sortante avec une certaine longueur d'onde, c'est égal à ce qui est émis par la surface en ce point X dans la direction qu'on souhaite avec la longueur d'onde lambda, plus, alors je vais faire un dessin en même temps, on a une surface. Ce qu'on cherche, c'est à savoir au point X, ici, la quantité de lumière qui va dans cette direction-là, la direction oméga O, et on veut la quantité de lumière. Donc c'est avant tout ce qui est émis par ce point-là, LE, par exemple si c'est une lampe, plus l'intégrale sur toutes les directions incidentes, c'est-à-dire sur toute cet hémisphère-ci de toutes les directions ici, de l'éclairage qui est incident, LI qui arrive au point X dans la direction oméga I avec la longueur d'onde lambda, multiplié, une fois que l'éclairage incident arrive en ce point-là, il est modulé par la BRDF, donc multiplié par F, donc c'est F au point X, la BRDF peut varier aussi spatialement, oméga I, oméga O, lambda. Donc ici, je pourrais rajouter une dépendance dans la position. Multiplié encore par un autre terme, qui est le facteur en cosinus que j'expliquais au premier cours. Qui est, donc je le rajoute ici, en dessous, qui est le produit scalaire entre la normale et oméga I. Je vais rajouter des flèches, pardon. Fois l'élément d'air sur la sphère qui va être des oméga I. Donc là, on a une parenthèse oméga I. Cette équation du rendu, c'est ce qu'on appelle une équation intégrale de Fredholm du second type. La raison que c'est une intégrale du second type, c'est que l'éclairage incident ici, c'est à peu de choses près aussi c'est une inconnue d'un éclairage sortant en un autre point. C'est-à-dire que l'éclairage qui arrive ici, par exemple dans cette direction-là, c'est en fait un autre éclairage qui est issu d'un autre point X', ici, et c'est en fait le LO, donc l'éclairage sortant d'un autre point X', et c'est le LI de X. Donc, c'est une équation intégrale récursive, c'est-à-dire que pour connaître LO, il faut aussi que je fasse une intégration sur tout cet hémisphère ici, d'éclairage incident dans ces directions-ci, etc. Et pour chaque direction incidente encore, c'est aussi issu d'une autre surface ici qui a probablement émis en X secondes un autre éclairage dans cette direction-là. Donc, on voit que c'est une équation intégrale donc récursive.
Et c'est tout ce qui fait la difficulté de résoudre cette équation de manière efficace. En théorie, il y a un nombre infini de rebonds de la lumière dans tous les sens, à chaque fois avec ce produit-là à calculer, et en rajoutant les contributions d'émissivité. J'en ai profité pour remettre l'équation du rendu au propre, et je vais en profiter aussi pour préciser quelques restrictions sur la BRDF F. Comme on avait vu au début, il y avait un facteur pi sur les BRDF diffuses qui était dû au fait qu'on ne veut pas qu'une BRDF réfléchisse plus de lumière que ce qu'elle n'a reçu. En fait, ça se traduit par une condition qui est simple, c'est que si Li vaut 1, eh ben, l'intégrale ici ne doit pas être plus grande que 1. Donc ce qu'on veut, c'est que pour une BRDF, l'intégrale de f, donc je ne vais pas mettre de dépendance en x, de oméga i, oméga o, lambda fois le produit scalaire entre oméga i et n d oméga i, soit plus petit ou égal à 1. Ça, c'est le principe de conservation de l'énergie. Il y a un deuxième principe que la BR doit satisfaire, qui est le principe de réciprocité d'Helmholtz. Le principe de réciprocité d'Helmholtz dit qu'on devrait très bien pouvoir intervertir oméga i et oméga o sans avoir de différence dans le résultat du calcul. C'est ce qui nous permet de lancer des rayons depuis la caméra ou depuis la lumière sans qu'il n'y ait aucune différence dans le résultat du rendu. Ça nous dit que f de oméga i oméga o, c'est égal à, et lambda, c'est égal à f de oméga o oméga i lambda. Il y a une troisième condition qui est bien plus évidente, qui dit que f est positive, on n'a pas le droit de réfléchir une quantité négative de lumière, donc ça, on a juste f plus grand ou égal à 0. Ces trois conditions nous définissent les conditions que doivent satisfaire une BRDF. Maintenant, comment résoudre ce type d'équation intégrale? Donc, je vais expliquer ce que sont les méthodes de Monte-Carlo sur un exemple beaucoup plus simple. On connaît déjà des méthodes pour calculer des intégrales, par exemple la méthode des rectangles ou des trapèzes. C'est une méthode assez simple pour évaluer numériquement le résultat d'une intégrale. Quand on a une fonction dont on veut calculer l'intégrale, une solution simple, c'est par exemple de découper le domaine en rectangle, etc., et de faire la somme sur tous ces rectangles. Le problème, c'est quand on va monter en dimension, quand on a une fonction à la place en 2D, donc je vais dessiner une fonction en 2D, ici c'est une fonction quand je dessine les lignes de niveau par exemple. En 2D, de suite, on a beaucoup plus de rectangles. Si on veut garder la même finesse ici, il faut diviser le domaine en petits rectangles qui commencent à devenir assez nombreux. Là, on est juste en dimension 2. Quand on est en dimension 3, on va devoir sommer des petits cubes. En dimension 4, c'est pas représentable au tableau, mais ça va être des petits hypercubes, etc. Et il y en aura de plus en plus. Ça va croître exponentiellement. Le problème, c'est que, comme je l'ai expliqué, on a une équation intégrale récursive. Donc c'est théoriquement de dimension infinie, mais même si on se limite à un certain nombre fini de rayons, par exemple de rebonds, si par exemple on se limite à 3 rebonds dans la scène de lumière, on est déjà à 3 fois, c'est S2, donc c'est une surface en 2 dimensions, la surface d'une sphère, donc 3 fois 2, 6 dimensions. Ce qui est déjà, ce qui va être pas possible à calculer
sur des grilles comme ça uniformes. Donc on a des recours à des méthodes aléatoires, dites de Monte-Carlo, qui vont à la place de produire une grille uniforme, échantillonner aléatoirement le domaine. Donc le principe, c'est quand on a une fonction, d'échantillonner aléatoirement cette fonction. De dire par exemple, ah, on prend un échantillon ici, on l'évalue, à ici, à un autre ici, à un autre là. C'est le premier principe d'avoir des échantillons aléatoires. Le deuxième principe, c'est le principe d'échantillonnage par importance. C'est-à-dire qu'on veut donner plus d'importance aux valeurs qui sont élevées. On n'a pas envie de mettre 500 échantillons à cet endroit-là, alors que c'est pour ajouter des valeurs qui valent toutes 0. Ça ne sert à rien. Ce qu'on veut, c'est plutôt mettre 500 valeurs à cet endroit-là, et très peu à cet endroit-là. Puisqu'on préfère ajouter des fortes valeurs plutôt que des petites valeurs. Donc, il se trouve qu'on peut estimer la valeur d'une intégrale par échantillonnage de Monte-Carlo de manière assez simple. Ça dit que l'intégrale d'une fonction f en général, c'est ce f-là, ça dit que l'intégrale de la fonction f de x dx, c'est égal à 1 sur le nombre d'échantillons fois la somme sur tous les échantillons i de f de xi, avec xi ce coup-ci généré de manière aléatoire, divisé par la probabilité, je vais l'appeler p, d'avoir généré l'échantillon xi. Par exemple ici, on va se dire, bon ça on va approximer ça par une gaussienne. On va dire, bon, globalement ça c'est une fonction gaussienne, centrée en cette valeur, en 1 par exemple. Le p de xi, ça va être la valeur d'une gaussienne, qui va être exponentielle de moins x carré moins 1 divisé par la variance de la gaussienne, etc. Donc, P ici, ça va être la gaussienne. Xi doit être échantillonné de manière gaussienne aussi. Donc on verra plus tard comment on génère des échantillons de manière gaussienne. Et f est la valeur de la fonction qu'on souhaite intégrer au point xi. Plusieurs choses à savoir sur l'intégration de Monte-Carlo. D'abord, c'est qu'elle converge en O de racine de n. Ça peut être amélioré en utilisant des échantillonnages stratifiés ou des séquences pseudo-aléatoires. La deuxième chose à voir, c'est que ici, si on a P qui est très proche de F, ça converge plus rapidement. Donc, par exemple, si on va prendre le cas extrême où P est proportionnel à F, on va dire que ici, F égale un certain facteur alpha fois P. Donc c'est jamais F égale P, puisque P est une distribution de probabilité, ça doit donc intégrer à 1, et F, on cherche l'intégrale. Donc c'est l'intégrale, en pratique, ça ne peut pas être 1. Enfin, ce serait une sacrée coïncidence. Donc si F égale un facteur alpha fois P, on a F divisé par P qui est égal en fait à alpha tout le temps pour tout xi. En fait, on a simplement 1 sur n fois la somme sur i de alpha. Et ça, en fait, l'intégrale sur f de x dx est égale à alpha. Et en fait, on voit du coup que ça converge en aucun échantillon. Et la raison pour laquelle ça converge aussi facilement et aussi bien, c'est que f est égal à alpha fois p. Mais comment on sait que f est égal à alpha fois p?
Parce qu'on a construit P qui est proportionnel à F, et P, on connaît déjà son intégrale, puisque c'est 1. Donc jamais on pourra construire le cas où F est égal à alpha fois P, à moins de connaître le facteur alpha. Et connaître le facteur alpha, c'est connaître l'intégrale. Donc il n'y a aucun intérêt d'estimer l'intégrale si on connaît l'intégrale. Donc ça, ce cas-là, on ne l'aura jamais. Par contre, ce qu'on peut avoir, c'est des a priori. Dire que F, il a une forme plutôt gaussienne. Donc on va dire, on va approcher ça par une gaussienne. Mais ça ne sera jamais le cas. Donc là, par exemple, on avait cet exemple-là où on a dit F est plutôt gaussien. Maintenant, comment utiliser ça pour faire du rendu? On avait que l'équation intégrale du rendu, c'était en fait une équation récursive. C'est-à-dire qu'ici, en fait, c'est lui-même, ici, ce terme-là, c'est aussi une intégrale sur S2 de... c'est un LE plus intégrale sur S2 de LI en un point X', etc. de oméga I' lambda fois F, etc. Et donc, on a des intégrales qui s'accumulent. Le domaine d'intégration, c'est donc S2, croix S2, croix S2, croix S2 en cascade. Et pour chaque domaine d'intégration, on doit donc générer un oméga I, ou un oméga I', oméga I seconde. Donc en fait, on bâtit un grand vecteur d'échantillons. Là, nos xi, en fait, c'est un grand vecteur qui contient oméga I, oméga I', oméga I seconde, etc. On va s'en donner un nombre fini, c'est-à-dire on va se donner 5 rebonds. Ça va biaiser un peu le calcul de notre intégrale, mais c'est plus simple pour l'instant. Et à chaque fois, on va générer un nombre aléatoire, enfin des valeurs aléatoires. Donc on pourrait générer un vecteur complet aléatoire. En pratique, ces différents oméga peuvent être ou non dépendants les uns des autres. Donc on va les faire dans l'ordre. On va générer une valeur aléatoire pour une direction aléatoire pour oméga I. On va tracer un rayon. Une fois qu'on calculera l'intersection suivante, on va recalculer un nombre aléatoire pour oméga I', ensuite pour oméga I seconde, etc. Ce que je veux voir, c'est un calcul d'un rendu. Donc ici, c'est une boîte, par exemple, ou une sphère, où depuis la caméra, on envoie un rayon. On va générer un rayon aléatoire oméga I, ici. On va trouver une intersection, on va régénérer un autre rayon oméga I', etc. Par contre, donc ça, et on va faire ce calcul-là n fois, c'est-à-dire que là, j'ai généré un chemin complet. Je vais envoyer un deuxième chemin qui va passer par exactement le même pixel. Donc, je renvoie un chemin, c'est-à-dire ici, c'est calculer un autre oméga I qui va ensuite calculer un autre oméga I'. Je vais faire ça n fois. Ça va être nos n échantillons. Ça va être encore un oméga I', et ici encore un oméga I seconde, ce coup-ci. Et on va faire la somme de ce qu'on aura calculé ici. Pour simplifier, pour l'instant, on va supposer que F, ça va être toujours des surfaces diffuses. En revanche, ce que je ne veux pas voir, c'est un calcul pour lequel on a notre caméra, on a notre scène, on calcule la première intersection, et ici on va essayer d'envoyer plein de rayons pour faire
plein de oméga i pour calculer une intégrale stochastiquement, mais directement à cet endroit-là. Et ensuite, à chacune des intersections, recalculer encore plusieurs rayons secondaires. Si on fait ça, les calculs vont exploser. Parce qu'au bout de 5 intersections, il y aura n à la puissance 5 calculs d'intersections. Donc, on va supposer pour l'instant que les surfaces sont diffuses. Donc, f est constant. On se demande comment générer des directions aléatoires oméga i qui soient à peu près proportionnelles à l'intégrande. Comme j'ai dit, on ne peut pas avoir des rayons aléatoires strictement proportionnels à l'intégrande, sinon ça veut dire qu'on connaît l'intégrale. Mais quelque chose qui ressemble à peu près à ce terme-là. Donc celui-là, il n'y a à peu près aucun espoir de l'estimer de manière réaliste. F il vaut 1. Par contre, ce qui nous reste, ce qu'on sait faire, c'est générer des directions qui soient proportionnelles juste à ce terme-là. C'est mieux que rien. C'est mieux qu'une supposition uniforme sur la sphère. Au moins, on sait générer des rayons qui sont proportionnels à ce terme ici d'angle solide. Comment on fait ça? Pour générer un rayon selon cette direction-là, on génère d'abord deux nombres aléatoires, R1 et R2, qui suivent une loi uniforme sur 0,1. À partir de ça, on est capable de générer un rayon aléatoire en prenant un vecteur dont la coordonnée x est cosinus de pi R1 racine carrée de 1 moins R2, y égale sinus de pi R1 racine carrée de 1 moins R2, et z qui vaut racine de R2. En faisant ça, ça permet de générer un vecteur aléatoire qui suit cette loi en cosinus, ici, mais avec une normale qui pointe vers les z positifs, une normale 0, 0, 1. Donc là, on a généré un oméga i, par exemple, dans cette direction. Or, notre normale n'est pas orientée vers la direction 0, 0, 1. Donc, il faudra simplement appliquer une formule de changement de repère pour tourner la direction générée. En utilisant cette formule-ci, du coup, le P, la probabilité qu'on a généré, d'avoir généré ces rayons, c'est un P qui est 1 sur pi fois ce terme-ci. 1 sur pi, tout simplement parce que l'intégrale de ce terme-ci sur une hémisphère, c'est égal à pi. Donc pour que l'intégrale de P vale 1, pour que ça soit une distribution de probabilité, P est égal à WI scalaire n divisé par pi. Du coup, quand on va faire la somme de f de xi divisé par p de xi, on va avoir ce terme-là qui va s'annuler avec le même terme qui est présent dans le p de xi. On aura le 1 sur pi qui va s'annuler avec la BRDF diffuse qui est en ρ sur pi, qui est l'albédo divisé par pi. Et tout ce qu'on aura à calculer à la fin, dans le cadre de l'équation du rendu, ce sera LO égale 1 sur n, la somme des LI qui vont arriver dans la direction qu'on aura générée, F
qui vaudra ρ sur pi. Alors pour l'instant, j'écris ρ sur pi puisque c'est une surface diffuse. Multiplié par WI scalaire n, pardon, divisé par du coup WI scalaire n, divisé par pi. Maintenant, en générant aléatoirement des rayons comme on le fait en générant des oméga i à chaque fois, il n'y a aucune chance de tomber comme ça par hasard sur nos lumières qui sont ponctuelles. Pour l'instant, aucune de nos surfaces n'a d'émissivité, elles sont toutes non émissives, et il n'y a que des sources ponctuelles. Donc on va rajouter artificiellement un échantillon qui correspond à l'éclairage direct. Donc là, ça va correspondre à l'estimation de l'éclairage indirect, plus le terme d'éclairage direct, qui va être l'intensité de la lumière, qu'on avait noté peut-être I, multiplié par ρ sur pi fois scalaire n divisé par la distance au carré à la lumière. Donc bien évidemment ici les termes ici et ici s'annulent. C'est donc simplement 1 sur n fois Li fois ρ. Li étant obtenu par ray tracing de manière récursive comme pour les surfaces spéculaires. Et ici, la contribution de l'éclairage direct. On va pouvoir programmer ça. Donc aujourd'hui, on va rajouter l'éclairage indirect sur le cas de surface diffuse. Donc là, on va d'abord enlever nos deux surfaces qui sont spéculaires et transparentes. Et elles restent diffuses. On va regarder la partie du code qui gère l'éclairage dans le cas diffus. Et ça, c'est déjà la contribution directe. Celle-là, elle va pas changer. Donc ça, c'est la contribution de l'éclairage direct, à laquelle on va rajouter la contribution de l'éclairage indirect. Donc là, on va envoyer des rayons de manière aléatoire. Donc pour ça, on va même pouvoir copier-coller le code sur les surfaces miroirs, puisque c'est exactement la même chose, à part que les rayons vont être envoyés de manière aléatoire. Donc là, on va rajouter la contribution. Donc là, plus égal n'est pas défini, on va le définir. Donc, opérateur plus égal B. On rajoute corps de 0 plus égal B de 0, etc. Donc là, c'est une direction qui est maintenant aléatoire, le rayon qui est aussi aléatoire. Donc pour la direction aléatoire, on va utiliser la formule qu'on avait vue au tableau. Donc il va y avoir le terme de l'albédo qu'on divise par pi, qu'il faut pas oublier dans l'éclairage direct, c'est la formule correcte.
et on génère d'abord une direction aléatoire dans le repère local, dans le repère qui est orienté selon la surface, le plan tangent de la surface, c'est normal. Donc on utilise la formule qui utilise d'abord deux nombres aléatoires uniformes, R1 et R2. Donc comment générer un nombre aléatoire uniforme? On pourrait utiliser le random rand du C++ de STL, mais c'est un mauvais générateur aléatoire puisque la dynamique est assez faible, ça génère des nombres entre 0 et 32 000 à peu près, donc il y a beaucoup de nombres qui vont être assez similaires, et en plus il n'est pas thread safe. Donc on ne pourra pas l'appeler plusieurs fois en parallèle en même temps. Donc on va utiliser à la place un header du C++ 2011, qui est une code random, qui permet d'avoir accès à des générateurs aléatoires. Donc là on va définir le std default random engine. Et ensuite, une distribution uniforme qui utilise ce générateur. Une distribution uniforme entre 0 et 1. Donc il y aura qu'à appeler uniforme de engine pour générer le nombre aléatoire. Donc, le nombre entre 0 et 1, on le fait ça deux fois pour avoir nos deux nombres R1 et R2. On va pouvoir utiliser dans la formule qui génère un rayon aléatoire selon une loi en cosinus. C'est cos de 2πr1 fois racine de R1 moins R2. Pareil avec sinus. Et racine de R2. Là, on a notre rayon aléatoire dans un repère local. On va devoir faire un changement de repère pour aligner ça dans le repère monde, donc dans le repère global. Donc on va générer notre vecteur dans le repère global. On connaît déjà sa composante normale, ça va être n fois la composante z du rayon. Donc ça c'est la composante z fois la normale, plus les composantes tangentes, donc les composantes x et y, fois deux vecteurs tangents qui vont définir un repère local autour de la surface. Donc ce repère local, on va devoir le générer, donc on va devoir générer deux vecteurs tangents qui sont tous les deux perpendiculaires à la normale. Donc comment on fait? Classiquement, on peut générer d'abord un vecteur qui est juste au pif, complètement aléatoire, pas particulièrement uniforme ou quoi que ce soit, juste un vecteur aléatoire.
Et ensuite, on obtient déjà un premier vecteur tangent à la surface en prenant le produit vectoriel entre la normale et ce rayon aléatoire. Donc, on va appeler ça tangente 1, il faut cross notre produit vectoriel, qu'il faudra définir, entre la normale et le rayon aléatoire. Donc là, on va définir notre fonction cross. Donc après dot par exemple, cross ça renvoie un vecteur, qui est le produit vectoriel entre A et B. Le vecteur cross de AB, on va essayer de ne pas faire de bug, ça va retourner un vecteur qui contient A de 2, A de 1 fois B de 2, moins A de 2 fois B de 1. Ensuite, A de 2 fois B de 0, multiplié par A0 B de 2, moins A0 B de 2. Bon. Et A de 1, A0 B de 1, moins A de 1 B de 0. Donc une fois qu'on a une première tangente, on va pouvoir générer une deuxième tangente qui est perpendiculaire à la première et à n, à la normale, en prenant le produit vectoriel entre la première tangente et n. Donc là, on a bien un vecteur qui est perpendiculaire aux deux. On a donc bien défini notre plan tangent, il faut normaliser tangente 1, puisque notre rayon aléatoire n'était pas, notre vecteur aléatoire n'était pas normalisé. La tangente 2 n'a pas besoin d'être normalisée, c'est juste un produit vectoriel entre deux vecteurs normalisés, et on peut du coup rajouter les composantes tangentielles de notre direction aléatoire. Donc ça va être le x fois tangente 1 plus le y fois tangente 2. Donc là, on a bien notre direction aléatoire dans le repère global. Donc on va maintenant pouvoir rajouter la contribution de l'intensité du pixel dans cette direction-là. Donc là, on va se retourner vers le tableau pour vérifier la formule de l'intégration de Monte-Carlo ici. Donc ici, on va rajouter la partie multipliée par l'albédo, sphère de sphère albedo. Donc là, je vais oublier l'opérateur multiplié entre deux vecteurs dans le header. J'ajoute ça. Et là, on vérifie qu'il y a bien une condition pour terminer la récursion, donc c'était bon. On n'aura pas de problème de récursion infinie. Et là, c'est tout ce qu'on a besoin pour la contribution indirecte. Donc si on lance un rendu maintenant, on aura beaucoup de bruit. Donc déjà, on va mettre une des deux sphères, on va la mettre toute blanche pour mieux montrer
le rendu. Et là, normalement, il va y avoir beaucoup de bruit parce que du coup, on a l'équivalent d'un seul rayon par pixel. On a gardé qu'un seul rayon qui a été envoyé à chaque pixel. On a vu aussi que l'image est un peu sombre. Ça, c'est parce qu'en divisant par pi l'albédo, du coup, on a une lumière qui est plus sombre. Là, le vecteur aléatoire, je lui enlève 0,5 pour qu'il couvre tous les cadrans, qui soit un petit peu plus aléatoire, on va dire. C'est pas grave. Et là, du coup, je vais envoyer plusieurs rayons. On va commencer par une couleur noire, et ensuite on rajoute plusieurs fois des rayons aléatoires. Donc, for int k égale 0, k plus petit que le nombre de rayons, on va en mettre 8. Et on va dire color plus égale getColor, divisé par 8 pour faire la moyenne. On va essayer d'être un peu plus propre quand même, on va mettre une constante qui contient le nombre de rayons, nRaise égale 8. Et du coup, ça va faire la moyenne. Et on aura une image qui est moins bruitée. Alors là, toutes les lignes de l'image peuvent être calculées en parallèle. Elles sont complètement indépendantes. Donc ça peut être fait grâce à un pragma OpenMP parallèle fort, éventuellement avec un scheduling, mais là on va prendre celui par défaut. Et ça va permettre d'exécuter chaque ligne de l'image en même temps. Enfin, ou plusieurs lignes en même temps. Donc ça va être quand même beaucoup plus rapide si on a plusieurs cœurs. Donc si on fait un rendu maintenant, ça sera plus lent. Il y a 8 fois plus de rayons, donc en pratique ça fait 6 secondes en parallèle. Et on voit qu'il y a quand même beaucoup moins de bruit que tout à l'heure. Je vais maintenant mettre juste une seule grosse sphère au milieu, c'est un peu plus joli. On va enlever la sphère de droite qui sert à rien. Là, toujours un rendu en 6 secondes. Donc maintenant, on va augmenter le nombre de rayons par pixel. Si on augmente à, par exemple, 80, ça va être 10 fois plus lent. Mais on sait que l'écartille, donc l'erreur commise sur le rendu, elle n'est divisée que par racine de 10. Donc on a une convergence de ces méthodes de Monte Carlo avec des nombres purement aléatoires qui est en 1 sur racine de n. Donc en pratique, avec 80 rayons, c'est comme si on a quelque chose qui a 9 fois moins d'erreurs qu'avec un seul rayon. Mais c'est quand même acceptable à ce niveau-là. On a une sphère qui a un petit peu de bruit, mais raisonnablement.